Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. La physique moderne admet 4 forces fondamentales dans l'univers. La gravité, l'électromagnétisme et les interactions nucléaires fortes et faibles sont responsables de tous les phénomènes physiques que l'on peut observer. La gravité est décrite par la relativité générale, tandis que les 3 autres forces appartiennent au champ de la mécanique quantique. Réunir ces 4 interactions dans un même formalisme est un des grands défis de la physique. Ces efforts se concentrent généralement sur une description quantique de la gravitation. Dans le modèle standard de la physique des particules, chaque force résulte de l'échange de bosons. Le photon, le gluon et les bosons W et Z permettent ainsi respectivement d'expliquer l'électromagnétisme et les interactions fortes et faibles. Idéalement, il faudrait donc découvrir un autre boson, le graviton, qui nous permettrait de faire rentrer la gravité dans ce modèle. Mais est-on seulement sûr qu'il n'y ait que 4 forces fondamentales dans l'univers ? Depuis quelques décennies, la cosmologie se heurte à un certain nombre de problèmes que nos 4 interactions fondamentales ont bien du mal à expliquer, notamment ceux liés à la matière noire et à l'énergie noire. Pourquoi l'univers semble-t-il afficher une masse bien supérieure à celle que laisse transparaître sa luminosité ? Et pourquoi son expansion s'accélère-t-elle ? Ces questions poussent certains physiciens à se demander s'il ne faut pas chercher une 5e force fondamentale dans l'univers, capable d'expliquer au moins une partie de ces observations. Il y a plusieurs moyens d'y parvenir. L'un d'entre eux consiste à chercher de nouvelles particules, un nouveau boson qui supporterait une 5e interaction fondamentale. Depuis 2015, un groupe de chercheurs a même identifié un candidat, qu'ils nomment la particule X17. Pour le moment, il ne s'agit que d'une hypothèse, la particule n'a jamais été observée. Elle a été inventée pour expliquer le résultat surprenant de plusieurs expériences. Ces dernières concernent la désintégration du beryllium-8 et de l'hélium-4. Dans un nouveau papier publié fin octobre, l'équipe revient sur des observations concernant le second. L'hélium-4 est un radioisotope très instable. Il se désintègre en émettant des paires électrons-positrons. Et le nombre de paires émises à un certain angle semble violer les prédictions du modèle standard de la physique des particules. C'est une observation qui a été surnommée l'anomalie Atomkey. C'est évidemment un indice plutôt faible dans la recherche d'une nouvelle particule. L'anomalie observée ne viole que très légèrement le modèle standard. Une erreur de mesure est donc tout à fait possible. Les chercheurs qui ont publié ce résultat pensent cependant qu'il pourrait s'agir de l'œuvre d'un boson inconnu, d'une masse de 17 milliélectronvolts. Un nouveau boson et une nouvelle force fondamentale seraient bien évidemment un coup de tonnerre dans la physique. Cela demanderait de revoir nos théories sur la manière dont les choses se passent dans un atome et dans l'univers. C'est pourquoi il faudra probablement des preuves bien plus fortes pour que la particule X17 parvienne à convaincre. Une 5e force pourrait aussi se manifester d'une autre façon. Les questions brûlantes de matière noire et de l'énergie noire finiront peut-être par justifier des ajouts, voire un éclatement du modèle standard. Bref, pour les physiciens théoriciens, il y a du pain sur la planche. Alors que la fin de l'année se profile, il est temps de faire un point sur le marché bourgeonnant des micro-lanceurs. À ce petit jeu-là, il faut bien avouer que Rocket Lab est toujours très à l'aise. 2 ans et demi après son premier lancement, l'entreprise s'apprête à fêter son 10e. Elle a tiré 1 fois en 2017, 3 fois en 2018 et devrait tirer au moins 6 fois en 2019. Et Rocket Lab compte bien accélérer. L'entreprise a dévoilé mi-novembre un nouveau robot qui devrait lui permettre de faciliter grandement la production de ses lanceurs. Il devrait pouvoir construire les éléments en fibre de carbone de la fusée en seulement 12 heures, au lieu de 400 aujourd'hui. Cet investissement doit aider l'entreprise à atteindre son objectif d'1 tir par semaine. Pour y parvenir, Rocket Lab souhaite par ailleurs se mettre à la récupération et à la réutilisation de ses premiers étages.
Une tentative sera faite lors du prochain vol qui devrait avoir lieu dans quelques jours. Rocket Lab reste cependant très prudent et n'hésite pas à repousser ses tirs au moindre doute sur la fiabilité d'un élément. Le prochain vol vient ainsi de prendre quelques jours de retard pour pouvoir retester le câble ombilical du second étage. Il serait en effet malvenu de perdre un lanceur lorsque la concurrence est aussi nombreuse. L'été dernier, Rocket Lab a ainsi dû faire de la place à son premier concurrent chinois. Le 25 juillet, iSpace, une entreprise basée à Pékin, a atteint l'orbite à l'aide de son lanceur Hyperbola One. En Occident, Firefly Aerospace avance à grands pas vers son premier lancement. L'entreprise a finalisé la semaine dernière la qualification de son second étage, ce qui ouvre la voie à un premier tir orbital l'année prochaine. En Europe, les choses bougent aussi. Lors de la conférence interministérielle de Séville qu'on débriefera jeudi, les États membres de l'ESA sont tombés d'accord sur la nécessité de disposer d'un micro-lanceur dédié. L'Agence spatiale européenne va donc probablement monter au créneau pour financer un ou plusieurs projets. Il y en a actuellement déjà quelques-uns sur le vieux continent. En Espagne, l'entreprise PLD Space collabore déjà avec l'Agence spatiale européenne. Ils travaillent depuis quelques années sur un lanceur dénommé Miura 5. Plus original et toujours espagnol, l'entreprise Zero to Infinity propose de développer un drôle de lanceur en forme de donut encastré. Au Royaume-Uni, Orbex a déjà levé près de 40 millions de dollars pour son lanceur Prime, qui espère décoller en 2021. L'entreprise compte elle aussi sur la réutilisation, la fabrication additive et les fibres de carbone pour alléger le coût de sa fusée. Vous nous demandez souvent si de tels projets existent aussi en France, un pays qui dispose après tout d'une très forte industrie aérospatiale et qui a toutes les cartes en main pour peser dans la course. C'est un défi que l'entreprise bordelaise Hybrid Propulsion for Space a choisi de relever. Comme son nom l'indique, elle travaille sur un moteur hybride qui pourrait à terme propulser un micro-lanceur. La propulsion hybride est relativement simple à mettre en œuvre, mais elle souffre d'un problème d'efficacité qui fait qu'elle est généralement réservée aux lanceurs suborbitaux, tels que le Spaceship Two de Virgin Galactic. L'entreprise bordelaise développe une innovation pour rendre ce type de propulsion bien plus efficace, ce qui serait le moyen parfait de développer un lanceur orbital sûr et économe. Elle est actuellement en train de chercher des financements pour améliorer ses prototypes de test, une aventure qu'on suivra de près sur la chaîne. Pour finir ce DNDE, on va parler de Dream Chaser, la navette spatiale de Sierra Nevada. Imaginée pour supporter des vols habités, elle devrait finalement servir de vaisseau cargo pour ravitailler la Station spatiale internationale à partir de 2021. Mais quitte à transporter du cargo, autant en transporter beaucoup. C'est du moins ce qu'ont dû se dire les dirigeants de l'entreprise. Ils viennent de présenter un module qui devrait décupler les capacités de la navette. Dénommé Shooting Star, il doit venir se greffer sur la partie arrière de Dream Chaser. Il affiche une longueur de 4,5 mètres et devrait permettre de transporter 4,5 tonnes de cargo supplémentaires. Sa forme et son nom nous donnent une petite idée de la manière dont il sera utilisé. S'il permettra de transporter du cargo supplémentaire jusqu'à l'orbite, il sera incapable de revenir se poser avec la navette. Il pourra donc servir à décharger les déchets de l'ISS avant de venir se consumer dans l'atmosphère comme une étoile filante. En plus du cargo pressurisé qui prendra place à l'intérieur du module, 2 ou 3 charges utiles supplémentaires pourront se loger sur sa partie externe, ce qui pourrait par exemple permettre de libérer des smallsats à chaque fois que Dream Chaser s'envolera pour l'ISS. Cette capacité supplémentaire pourrait peut-être aussi intéresser la NASA pour la desserte de la LOPG, la station qu'elle prévoit en orbite lunaire. La navette est en effet tout à fait capable de faire le voyage. Qui plus est, Sierra Nevada vient d'intégrer le programme CLPS. Ce qui signifie qu'elle pourrait peut-être même participer au déploiement de cargo à la surface de la Lune. En plus de sa navette, Sierra Nevada a bien l'intention de placer au mieux ses billes dans Artemis. L'entreprise souhaite ainsi proposer à l'agence un module d'habitation pour la LOPG, dénommé Life. Gonflable à la manière de ce que fait Bigelow, il afficherait un diamètre et une longueur de 9 mètres.
Son volume intérieur de 300 mètres cubes offrirait aux astronautes un lieu de vie sur 3 étages. De quoi loger des dortoirs, une salle de bain, une cuisine, des machines d'exercice et même un petit mur végétal pour cultiver quelques légumes et booster le moral de l'équipage. À l'arrière de cet habitat, un module de contrôle et de docking est directement dérivé de Shooting Star. L'entreprise a assemblé un prototype dans ses locaux afin de le présenter à la NASA. L'agence spatiale américaine a reçu des propositions de 4 autres sociétés pour un module d'habitat. Bigelow, Lockheed Martin, Boeing et Northrop Grumman y sont tous allés de leur design. Pour le moment, le module d'habitat de la LOPG n'est pas l'étape la plus urgente d'Artemis. Il pourrait être ajouté à la station après 2024 et le retour de l'homme sur la Lune. Sierra Nevada pourrait par ailleurs chercher à déployer son module en orbite terrestre ou directement à la surface lunaire. C'est probablement le portefeuille de la NASA qui donnera vie ou non à ce type de projet. En attendant, la navette Dream Chaser et son module Shooting Star sont eux certains de voir le jour. Et nous voici au bout de cet épisode de DNDE. Un espace commentaire sortira ce dimanche à 18h. On répondra aux remarques et aux questions que vous vous posez en bas de cette vidéo. Si vous souhaitez approfondir certains sujets, n'hésitez pas à consulter les sources dans la description. Vous y trouverez également des liens pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve jeudi à 18h pour un dossier de l'espace entièrement consacré au nouveau budget de l'ESA. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.